Bonjour les clones, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une critique geek. Ça faisait un bon bout de temps que j'en avais plus fait. J'avais dit que je voulais continuer sur le MCU, mais je m'étais dit, on va refaire un autre parallèle, c'est-à-dire le MCU, je vais me le garder peut-être pour décembre. Et donc ici, je vais vous parler d'un film que je n'avais jamais... Je pensais pas du tout que j'allais en parler sur la chaîne. Une saga que beaucoup de gens ont connue grâce à ce film-là, grâce à l'acteur qui a pu incarner un personnage à la perfection et qui a connu sa place, oui, qui a bien gagné une place au sein de la pop culture. Et donc ici, nous allons parler du légendaire The Crow, sorti en 1994, c'est réalisé par Alex Proyas. Et ce film a la particularité d'être l'adaptation du comics cultissime de James O'Barr. Donc je suppose que tout le monde connaît The Crow. Hein. Soit si vous avez vu le film, soit si vous avez lu le comics. Mais s'il y en a certains qui ont lu le comics de James O'Barr, faites-moi savoir dans les commentaires, je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. Donc au niveau scénario, c'est le même comme dans le comics, c'est-à-dire qu'on a Eric Draven et Shelley Webster qui vont se faire assassiner la veille d'Halloween, non, le soir d'Halloween, pardon, par des criminels qui auront pris possession du quartier, genre c'est les rois de la ville. Et un an plus tard, tu as un corbeau qui va réanimer Eric. Et celui-ci est déterminé à faire justice pour lui et pour sa fiancée, qui sont fait tuer injustement par des criminels. Donc en gros, le résumé, c'est ça. Je suppose que j'ai pas besoin de détailler le résumé du film. Je pense que tout le monde sait de quoi ça parle. C'est un film culte, bien évidemment. Ceux qui n'ont pas encore vu, franchement, foncez, hein, parce que ça vaut le coup. Alors, ma relation avec ce film-là, eh bien, assez particulier comme relation. C'est une relation assez particulière. Dans le sens où je ne connaissais le film que de nom, je ne l'avais jamais regardé. C'est mon père qui m'avait conseillé de le regarder en disant que je vais sûrement kiffer le film. Je l'avais vu qu'une fois, c'était en 2018-2019, quelque chose comme ça. Et ici, je l'avais revu... une deuxième fois, c'était l'année dernière. Et je n'ai rien à dire, c'est que ce film, c'est une putain de claque. Ce film-là, c'est une claque. J'ai tellement de choses à dire, vous allez le voir, j'ai tellement de points positifs à vous parler de ce film-là, qui fait que quoi, je le considère comme un des meilleurs films de super-héros que j'ai pu voir de ma vie. Bon, c'est pas super-héros, là, c'est plus justicier, mais c'est dans le sens super-héros quand même. Il y a tellement de choses à dire sur The Crow, vous imaginez même pas à quel point je suis hypé de pouvoir vous parler de ce film légendaire. Et d'ailleurs, je ne parlerai pas que seulement de ce film-là, je vous parlerai aussi des 3 autres suites qu'il y a eu, à savoir le 2, le 3 et le 4. Et je vais prendre ici le risque de critiquer aussi le remake de 2024 qui est vraiment nul à chier. Voilà. Mais on n'en est pas encore là. Concentrons-nous d'abord sur le cultissime film d'Alex Proyas avec Brandon Lee. Bien, on va commencer ici avec la longue liste de points positifs que ce chef-d'œuvre nous propose. Alors, scène d'introduction déjà. Ça s'ouvre direct sur la fin du massacre de Eric et Shelley. On voit qu'au quoi ils se font tous les deux morts, à part Shelley qui est emmenée dans une ambulance. Mais on apprend quand même que Eric s'est fait tuer, parce on l'apprendra un peu plus tard qu'au quoi il a fait un saut de... Il a été balancé par la fenêtre en faisant une chute de 5 étages. Donc l'introduction me plaît déjà bien. On est directement dans le vif du sujet. On perd pas de temps. On voit directement dans quoi on est embarqué. On voit direct le rapprochement direct avec le comics. On est direct dans le scénario. Tu t'attaches directement à certains personnages, comme par exemple le fichier Albrecht et Sarah. Tu t'attaches directement à ces deux personnages-là. On met déjà en avant des personnages, on va dire, secondaires avant de laisser place aux vrais héros. De toute façon, dans tout film de super-héros, c'est comme ça. C'est qu'on te laisse un peu de temps avant qu'on voit le vrai héros. Mais la scène d'intro est géniale. On est directement dans le scénario. On ne perd pas une seule seconde. Et c'est ce qui suit après. C'est l'ambiance tout le long du film est géniale. Et ça sent l'empreinte du comics de James O'Barr. On est directement dedans. L'ambiance, elle est là. L'ambiance est propre. On a une ambiance assez glauque, froid
et sombre, digne du comics. Et j'ai bien aimé, c'est que les visions des villes, c'est-à-dire de la ville, notamment des quartiers et tout ça, elles me rappellent un peu la Gotham de Tim Burton dans le Batman de 89. C'est exactement la même Gotham au niveau des quartiers et tout ça, l'ambiance et tout qui dégage, c'est la même chose. Je pense qu'Alex Proyas s'est inspiré de la Gotham de Burton pour faire son film The Crow. Et là, je trouve ça que c'est hyper, hyper joli. Ça n'a pas pris une ride pour moi. L'ambiance, elle est là, elle est propre. On est directement dans l'univers de The Crow. Quand tu vois l'ambiance, tu reconnais directement dans quel film tu es. Tu sais exactement que tu vas kiffer ta life devant ce putain de film. L'ambiance est là, elle est propre. On voit des bâtiments brûlés, tu vois du feu un peu partout pour montrer qu'au quoi c'est vraiment le chaos dans la ville. C'est incroyable, franchement. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est incroyable. C'est kiffant de ouf. C'est kiffant. J'ai rien à dire là-dessus, franchement. J'ai absolument rien à dire là-dessus. Qu'au quoi l'ambiance qu'il y a, magistrale. Magistrale. Et puis aussi, c'est que pour parler vite fait de la musique, alors déjà, il y a deux styles de musique. Il y a déjà la bande son de Graymel Rivel, donc un compositeur que vous connaissez. D'ailleurs, c'est d'ailleurs lui qui avait fait la bande son de Daredevil. Une bande son qui est pour moi aux petits oignons. La bande son est géniale. Il y a un style années 60, 70, 80 au niveau de la bande son. Il y a des petites trompettes, c'est pour bien représenter le côté street des années 60. Incroyable, franchement. La bande son du compositeur est incroyable. Mais c'est pas fini parce qu'on a aussi une bande son où il y a des bandes son de groupes de rock placées un petit peu. Notamment, il y a un passage qui me revient. Je vais d'abord voir si je ne l'avais pas noté. En gros, la scène que je veux parler, c'est la scène où tu as Eric qui retourne dans l'appartement dans lequel il vivait. Et à un moment donné, une fois qu'il a touché le chat, à savoir Gabriel, il revoit le moment où lui et Shelly se sont fait tuer. Et c'est à ce moment-là où Eric va prendre du maquillage pour devenir The Crow. Et à ce moment-là, tu as une bande-son de rock, d'un groupe de rock qui passe. Euh, la musique s'appelle Burn, composée par le célèbre groupe The Cure. Alors ce passage est bien, je suis pas très fan de ce groupe-là, mais c'est un bel hommage parce que The Cure c'est quand même le groupe de rock que mon père adore. Donc je valide la scène. Mais la bande son colle plutôt bien à la scène en question où on montre le héros qui se change. On voit le héros qui prend de l'ampleur, c'est-à-dire qu'on essaie de montrer quelque chose d'iconique et pour moi on y est. Parce que quand tu vois Eric se maquiller, tu ouvres l'armoire pour mettre une tenue un peu noire, le moment où il se rapproche de la fenêtre, le corbeau vient se poser sur son épaule, un gros plan sur lui, l'éclair qui frappe pour montrer son visage. Après, la caméra recule, on a un aperçu à l'extérieur, on voit Eric près de la fenêtre, la caméra recule, t'as le corbeau qui s'envole, avec la musique de The Cure. Incroyable. C'est une masterclass. C'est une masterclass, franchement. C'est épique. Franchement, rien que voir ça, c'est épique. Là, c'est comic book, mais parce que là, on n'est pas vraiment dans le délire d'ici Marvel, comme moi je vois, peut-être des thèmes avec des vrais compositeurs et tout ça. Non, là, c'est délire The Crow, il y a un délire rock'n'roll, c'est le style du film, c'est le style du personnage. Moi, j'ai rien à voir. Moi, ça me dérange pas du tout. Voilà, je valide à 100%. Parlons maintenant de Eric Draven. Eric Draven. Ultra charismatique, franchement. Que voulez-vous que je vous dise? Ultra charismatique, ce personnage. C'est pour ça que je dis que ce film-là a une place dans la pop culture, notamment le personnage d'Eric Draven, parce que l'interprétation de Brandon Lee est impeccable. Le mec ne rate aucune scène. Tu vois qu'il est investi à fond dans son personnage d'Eric Draven. On le voit dans le regard, dans la manière de bouger, tout, la façon dont il fait les cascades et tout ça. Tu vois que le mec est à fond dans le personnage. Il est à fond dedans, c'est génial. Quand tu vois le personnage d'Eric Draven, tu ne peux que le kiffer, tu ne peux avoir que de l'empathie pour lui, tu as envie qu'il réussisse sa justice pour lui et Shelly. Incroyable. C'est une masterclass, franchement. Et c'est rare que dans certains films de super-héros que je revois actuellement, c'est rare qu'on iconise aussi fort un personnage par un acteur qui l'incarne à l'imperfection.
Non, parce que je rappelle que la version Eric Draven de Bill Skarsgård, 15 fois en dessous comparé à Brandon Lee. Hein. Brandon Lee, lui, c'est au-dessus. Hein. Ah, il n'y a aucun acteur qui arrivera à jouer Eric Draven à la perfection que Brandon Lee. Hein. Et aussi, c'est que c'est malheureusement à cause de ce film-là que Brandon Lee a perdu la vie, fait à son âme. En plus, mort à 28 ans. Et c'est marrant, il a eu la même. Il a tourné un film d'un personnage il aimait jouer, il a 28 ans, et au final, on le retrouve mort. Ça vous fait pas penser à quelqu'un? À Heath Ledger. C'est la même chose. Bon, sauf que là, Brandon Lee ne faisait pas une overdose de médicaments. Non, c'est parce qu'en fait, si j'ai bien compris, il y a eu un incident pendant le tournage, c'est-à-dire qu'il y a une balle qui devait... une fausse balle. En fait, quelqu'un a mal chargé, je crois, on lui a tiré dessus, et donc du coup, il s'est pris une vraie balle. Et donc du coup, il est mort sur le tournage, si j'ai bien compris. Après, je me trompe peut-être, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Faudra que je m'en renseigne. Mais enfin bref, Eric Draven, ça c'est le putain de gros point positif du film. Sans lui, ce film n'aurait pas atteint le succès phénoménal qu'il a actuellement. D'autres personnages aussi dont je me suis attaché, comme par exemple Sarah, ultra attachante parce que tu sens la tristesse et la solitude, parce qu'on apprend qu'en fait Sarah, c'était une des amies proches de Eric et Shelly. Et maintenant que ces deux-là sont morts, Sarah se sent toute seule, en fait. En plus que tu as une mère qui traîne avec justement les criminels qui ont buté Eric et Shelly, tu sens la tristesse de Sarah, tu comprends que Coco elle est seule, qu'elle ne parle à personne, elle traîne dans les rues toute seule, en skateboard. Je me suis attaché à Sarah. Je me suis attaché. Parce que tu vois Coco, c'était pas quelqu'un de mauvais. Tu voyais juste quelqu'un qui souffrait parce que ses amis lui manquaient. Mais l'interprétation du personnage, incroyable. En plus, je me rappelle, c'est une petite référence au personnage de Sherry, pour ceux qui ont lu le comics. À un moment donné, dans le comics, tu as Eric qui rencontre une jeune fille qui erre dans les rues. Et quand elle lui demande son nom, elle dit qu'elle s'appelle Sherry. Et là, Eric a un titre parce que ça lui rappelle Shelly tout simplement. Et là, Eric traite la gamine correctement comme si c'était Shelly. Là, le fait là, ils ont donné un autre nom à un personnage féminin et que justement on fait en sorte à ce que ce personnage-là soit attaché et que ce soit l'ami du héros, incroyable, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée, je crache pas là-dessus. Tout comme le personnage de l'officier Albrecht, lui il était sympa, il était drôle, assez respectueux, il était marrant. Bon, je crache pas sur le fait qu'il soit noir, hein, parce que dans le comics il est blanc. Là c'est un black, m'en bats les couilles, m'en bats les couilles. Ça c'est comme dans The Batman, Gordon il est black, il fallait jouer par un black, m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Donc là, l'officier Albrecht, j'ai kiffé le personnage. Il était marrant, il m'a fait rire à certaines scènes. Notamment après, quand t'as le magasin qui explose, il braque son arme sur Eric, il dit pas un geste. Et t'as Eric qui le nargue en disant: je croyais plutôt que les flics disaient pas un geste. Bon, le flic, c'est moi, ok? Tu sais, il y a des moments marrants avec lui, donc non, j'ai aimé ce personnage. Alors, on a des plans qui sont ultra propres. Là, au niveau des plans, ils se sont fait plaisir. Alors, je résume plusieurs choses. Déjà, tu as un plan où tu as Eric qui est perché sur un toit en train de surveiller la ville. Tu sais, à un moment donné, il y a un panneau, il marquait hôtel. La façon dont il est perché comme ça avec le corbeau sur son épaule, mais c'est génial. En plus de ça, tu rajoutes la musique de Graham Revel. C'est génial. Le plan est génial. Il y avait un autre plan qui vient aussi avant le massacre dans la Réunion. Tu as un plan où la caméra avance comme ça. Tu as Eric qui est posté ainsi, pas sur un toit, mais sur une cage, un escalier de secours. T'as le corbeau qui est là, les cheveux dans le vent. Masterclass. Et après, il lève la tête, le regard noir qu'il a. Incroyable, ça c'est masterclass. Très sympa aussi le fait on nous montre la vue du corbeau, c'est-à-dire que vu qu'Eric a été ramené parmi les vivants grâce à ce corbeau, on montre Eric est connecté au corbeau parce que ce que le corbeau voit, Eric le voit aussi. C'est-à-dire qu'il peut, où le corbeau va, Eric peut voir ce qu'il voit. C'est-à-dire que c'est un peu comme un GPS en fait. C'est un peu comme un radar, c'est-à-dire que si le radar voit quelque chose, le personnage va le savoir aussi. Et ça, génial. En plus, la vue et tout, comment c'est représenté, c'est pas mauvais. Hein.
c'est vraiment pas mauvais, je trouve ça assez propre, comparé aux suites où là, c'est devenu n'importe quoi. Un coup, ça a un effet loop, un coup, ça a un effet tout brouillé. Non, là, au niveau vue, sur la vue du corbeau, on voit qu'en quoi ça a une espèce de travelling comme ça, là, qui bouge et tout. Mais je trouve ça génial. Et très bonne idée le fait que là, on fait en sorte à ce que Eric soit connecté au corbeau, c'est-à-dire qu'il voit ce que le corbeau voit. C'est génial. Dans le comic, ça n'a pas été repris, il me semble. Mais si c'est le film qui a inventé ça, chapeau bas. Chapeau bas, j'ai rien à dire. Autre plan que j'ai bien aimé, c'est quand un moment, Eric a tué T-Bird. T'as un moment donné, il fait un truc avec de l'essence, je ne sais pas quoi. Il allume un briquet, et quand il lâche le briquet, tu as un plan aérien où on voit un corbeau, le symbole d'un corbeau qui se forme avec des flammes. Le plan est putain stylé, avec la bande son derrière encore une fois. J'ai rien à dire. Putain, il y a des moments où je suis resté bouche bée parce que je m'étais dit, le réalisateur a fait un travail propre. Il a fait un travail propre. Et aucun autre réalisateur n'a réussi à faire ça, à part Christopher Nolan pour The Dark Knight, hein, mais bon. Bref, le plan du corbeau en feu, waouh. J'ai rien à dire. Et puis la scène où Eric joue de la guitare avec un ciel crépuscule derrière. Génial. C'était génial. Il y avait un autre plan aussi qui était à peu près la même chose avant, sauf qu'il était assis sur un toit, mais tu avais un aperçu de la ville. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est une masterclass, franchement. Masterclass. Masterclass. Le réalisateur, franchement, génial. Hein. Alors aussi, j'ai beaucoup aimé, et c'est ça que je vais reprocher au remake de 2024, que je vais en parler bien plus tard. On a aussi des flashbacks qui nous montrent le passé de Eric quand il était avec Shelly. Et je trouvais que ces passages-là étaient assez tristes. C'est émouvant parce que là, tu sens une émotion. Parce que là, tu comprends la tristesse d'Eric. Le fait que là, il est obligé de se salir les mains, mais c'est uniquement pour rendre justice à celle qu'il aimait. Et on voit qu'au quoi, bah, il était heureux. Il était heureux, on le voyait heureux avec Shelly. Ils étaient sur le point de se marier et tout. On comprend la tristesse d'Eric, mais on voit les séquences quand ils étaient en couple, quand ils étaient ensemble, voire quand ils s'amusaient avec Sarah. Tu vois l'amitié, tu vois la relation, l'alchimie qu'il y a entre les deux. C'est incroyable. Et tu comprends toute la relation qu'ils ont, la relation, le, le, le pouvoir absolu de leur relation, le pouvoir de l'alchimie. C'est incroyable. Là, ils vivent dans un appartement et ils se font buter là-dedans. Dans le comics, je sais que c'est pas le cas. C'est sur une aire d'autoroute où Eric se prend une balle et t'as les autres qui vont ramener Shelly un peu plus loin pour la violer. C'est pas la même chose, mais là, le fait que là, c'est un appartement, je crache pas l'idée. J'aime beaucoup. C'est du moment qu'on fait comme le comics dit, c'est-à-dire qu'il y en a un qui meurt en se faisant tuer assez rapidement, pendant que l'autre va se faire violer, puis torturer et tuer. Voilà, tant que c'est ça, tant mieux. C'est pareil. C'est pareil pour le meurtre des Wayne. Hein. Tant qu'ils sont morts, c'est le principal. Enfin, ça peut bizarre dit comme ça, mais vous m'avez compris. Hein. Donc bref, les flashbacks sur Eric et Shelly, franchement, c'est une relation où je me tenais... comment dire? Je m'attachais à eux, en fait. Et je comprends pourquoi Eric est revenu entre les morts, c'est uniquement pour venger leur mort. Et une fois qu'il aura fait ça, il pourra se reposer en paix. Aussi, gros point positif aussi, c'est qu'à un moment donné, quand tu vois le corbeau, bah, tu te poses des questions. C'est-à-dire que comment un corbeau peut réanimer une personne qui est censée être morte? Et j'aime bien, c'est que là, on en prend très peu sur le corbeau, voire pas du tout. On ne sait pas du tout d'où vient ce corbeau, enfin, comment il peut posséder un pouvoir pareil, genre un pouvoir d'immortalité sur un être qui vient de revenir d'entre les morts. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que on connaît très peu ses intentions et son origine, en fait. On sait très peu de choses, mais je me dis que je tolère. Voilà. Je ne crache pas là-dessus. Le fait que là, on a un corbeau qui a un pouvoir, c'est-à-dire que c'est un corbeau pas comme les autres, c'est-à-dire qu'il possède quelque chose que n'ont pas les autres corbeaux.
C'est-à-dire que lui possède un pouvoir qui peut réanimer les gens. Mais je préfère que ça reste comme ça, en fait. Parce que j'aime pas le fait qu'au quoi on essaie de trouver des explications sur telle ou telle chose. Non, je préfère que ça reste ainsi. Pas besoin qu'on nous donne des explications où ça va chercher de midi à 14h. Non, là. On dit juste que c'est un corbeau, il a un pouvoir qui permet de réanimer une personne. Et quand cette personne revient parmi les vivants, elle est immortelle. Donc le fait que le corbeau ici soit un mystère, ça me dérange pas. C'est parfait, je trouve. Alors la scène de la boutique Gideon, quand Eric va pour récupérer la bague qu'il avait offerte à Shelly, la scène est géniale parce que tu as Eric qui commence déjà à marquer sa propre loi. C'est-à-dire que là, tu le vois direct qu'il est puissant, c'est-à-dire qu'il prend une balle mais il voit qu'au quoi il peut se régénérer. Tu vois que là, il déconne pas. Il déconne pas. À un moment donné, il va prendre le fusil à pompe, il était à deux doigts de le tirer sur le gars. Au final, il le fait pas. Il détruit un peu tout ce qu'il y a. Et là, il va menacer le gars en disant que c'est moi qui fais la loi maintenant. Je vais tous vous traquer et vous tuer. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand il prend une boîte remplie d'alliances, il le charge dans le fusil à pompe. Et là, il dit une phrase totalement géniale. Il dit « Dis-leur bien qu'Eric Draven leur fait ses hommages. » Après, il sort et il dit « C'est dingue que ça sent l'essence, t'as remarqué ?» Il se retourne, coup de fusil à pompe, le bâtiment explose. La scène de malade. Et on voit encore une fois cette scène-là que Brandon Lee se donne à fond dans son personnage. La scène dans l'hôtel aussi, quand il va tuer Funboy. La scène était assez marrante parce que le moment où il arrive et tout, qu'il s'amuse un peu avec l'ampoule comme ça là, et qu'après il joue un peu avec lui, il y a un petit air de Joker là-dedans, je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé ça assez marrant. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à un moment donné, t'as le Funboy qui va pointer son arme, t'as Eric qui pose sa main, et le nargue en disant « Vas-y, tire, Funboy, d'où tu es, tu peux pas me rater. » Il se prend la balle quand même. Et là, j'ai bien aimé, c'est qu'à un moment donné, tu vois un trou dans la main, il se met à regarder, et après, il montre Coco, il se régénère, il se met à rire. Encore une fois, Brandon Lee s'en donne à la perfection. Et à un moment donné, il va te sortir encore une réplique que j'ai retenue. Il dit, justement, à propos de Jésus, arrête-moi si tu la connais, c'est Jésus qui se pointe dans un hôtel. Et alors, il donne 3 clous à l'aubergiste et lui demande, t'aurais pas une croix pour la nuit? Bon, c'est pas inventé, c'est vraiment une phrase reprise du comics. Mais ça m'a fait rire. Je trouvais cette réplique claquant et tu montres qu'au quoi Eric, il a pris des balles, mais il s'en fout parce qu'il est immortel, donc il s'amuse. Ce que franchement, je reproche pas à tous ceux qui reviennent d'entre les morts dans chaque film The Crow, je reproche pas le fait qu'au quoi ils s'amusent en profitant de leur immortalité. Mais la scène était sympa, puis après, il va faire la leçon de morale à la mère de Sarah. Et là, il te sort aussi une phrase que j'ai beaucoup aimée, c'est-à-dire qu'il la plante devant le miroir et il dit « Regarde, maman est le 2e nom de Dieu dans la bouche et le cœur de tous les enfants. » Masterclass. Masterclass. Et puis aussi, c'est que tu as la scène de la réunion, où la grosse baston, là, où Eric arrive comme ça en pleine réunion. Il s'assoit comme ça au milieu de la table. Et après, il dit, je veux lui. Il dit, comme tu veux. Apparemment, ta décision est prise. Qu'est-ce que tu attends pour l'appliquer? Les mecs tirent des dizaines de coups de feu sur lui. Et c'est là où, bam, ça part en baston et tout ça. Génial. Ça utilise des flingues, bam, bam. Eric ne perd pas une seconde. À un moment donné, il va sortir une épée, qui fait référence aux comics, bien évidemment. Il va sortir une épée pour trancher des mecs. La scène est géniale. Vous allez me dire, on voit pas grand-chose parce qu'il y a des flashs et tout. Ouais, mais au moins, tu vois un peu quoi il tue les mecs. Tu sens l'impact aussi des coups. Tu sens quoi là, il bute des mecs, il tranche des têtes et tout ça. Tu vois que là, ça perd pas le fil. Et c'est d'ailleurs à cette scène-là où Brandon Lee va forcément se prendre la balle, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc la scène est déjà masterclass aussi. Il y a plusieurs scènes qui sont masterclass de toute façon. J'ai bien aimé aussi que vers la fin, quand tu as l'espèce de sœur là, du grand méchant là, qui tient le corbeau, elle était sur le point de tuer Eric qui avait perdu son immortalité, pardon. Elle a le flingue, et là t'as le corbeau qui se défend, et là il lui crève les yeux, tu vois les yeux crevés et tout. Ah, c'est pas dans tout film de super-héros qu'on ose montrer ça, hein. Mais ça, c'était une brutalité, mais incroyable, quoi. On voit du sang, c'est ultra violent, t'entends le bruit du bec qui croque les yeux. Waouh!
Et tu vois la meuf qu'elle essaie de se pendre et tout, mais tu vois les yeux crevés et tout, tu vois le bord des yeux injecté de sang. Oh là 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 là. Et puis aussi, c'est que tu as la scène finale, donc le combat final, qui est déjà épique. Déjà, le combat se déroule sur le toit d'une église de pluie avec l'orage. Prenez-en de la graine, Marvel. Prenez-en de la graine. Enfin, le MCU, prenez-en de la graine. Même par moment d'ici. Hein. Je peux tacler là d'ici et Marvel parce que là, ce combat final sur le toit d'une église avec la pluie et l'éclair, ça, c'est épique. Un combat dans un putain de hangar, ça, c'est pas épique. Parce que personne veut voir des combats finaux, enfin des combats finaux dans un hangar pourri. Là, sur le toit d'un bâtiment ou sur le toit d'une statue, ce que tu veux, mais il faut que ce soit épique. Dans The Crow, là, le combat final, c'est épique. T'as un duel à l'épée, génial. Le combat final, pour moi, t'envoie une claque. Première partie, c'est en bas de l'église, et puis la dernière partie, c'est sur le toit. Génial. Et ça reprend un peu aussi le Batman de Burton, on va pas se le cacher. Donc le combat final épique, sous la pluie, sur le toit d'une église. Génial. Bien que je vais avoir un petit point négatif sur cette séquence-là, que je vais en revenir tout à l'heure. Et puis aussi, c'est qu'à la fin, tu as le méchant qui meurt. Tu le vois tomber, et là tu vois le plan qui se fait embrocher, qui est embroché sur une gargouille. Génial. Génial. Embroché. Et en plus, tu vois le sang couler par la bouche de la gargouille. Rien à dire. Franchement, rien à dire. Et puis, la toute dernière scène du film, la toute dernière scène, pour moi, j'avais les larmes qui montaient. Parce que là, c'est non seulement le moment où Eric se dit que j'ai enfin accompli ma quête, ma justice, elle est faite. Tu vois que là, Eric était sur le point de retourner auprès de Shelly. Et là, j'ai bien aimé qu'à un moment donné, tu as Eric qui est posé près de la tombe de Shelly. Et là, tu sais pas pourquoi, tu as Shelly en personne qui arrive en robe. Elle s'approche d'Eric pour l'embrasser et tout. Je me dis, et si là, ça représente pas, on présente pas Shelly comme étant l'ange qui va amener Eric au paradis auprès d'elle? Est-ce que c'est ça? Parce que moi, je l'ai compris, cette scène. Et j'ai trouvé cette scène mais géniale. Ça montre qu'au quoi là, tous les deux, ils sont enfin réunis. Ils ont eu justice. Ils ont obtenu justice pour leur meurtre. Maintenant, ils peuvent se reposer en paix. La scène est géniale. En plus, je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi accompagné par la bande-son du compositeur en question. Le thème s'appelle Return to the Grave, donc Retour dans la tombe. Et la bande-son, elle est géniale, franchement. Ça m'a tiré les larmes aux yeux avec la séquence en question. J'avais mes poils qui frissonnaient et tout. C'était hyper beau ce que je voyais. C'était hyper beau ce que je voyais. C'était magistral, franchement. C'était une belle conclusion vis-à-vis d'un personnage comme Eric Draven. C'était une très belle conclusion. J'en avais les chocottes, je tremblais, les larmes montaient. Ah, c'était beau. C'était beau à voir. Et c'est d'ailleurs pas fini puisque le film se termine par Sarah qui conclut le film par une phrase où là, c'est magnifique. Je l'ai même écrit, cette phrase, je l'ai même écrite, je vais vous la lire. Quand deux personnes sont faites pour être ensemble, quand leur amour est vraiment fort, rien ne peut les séparer. Si les êtres que nous avons nous sont arrachés pour qu'ils vivent toujours, il ne faut jamais cesser de les aimer. Les immeubles brûlent, les gens meurent, mais l'amour véritable est éternel. Cette phrase-là qui vient conclure le film, elle est géniale. Parce que ça veut dire qu'au quoi, peu importe ce qui se passe ou quoi que ce soit, tu sais que la seule chose qui vaincra n'importe quel comportement, n'importe quelle chose dans la vie, la seule chose qui sera toujours éternelle, c'est l'amour que tu as pour les gens, l'amour que tu as pour tes proches.
C'est ça que The Crow veut nous faire dire. C'est que même si des personnes sont mortes, il faut jamais cesser de les aimer. Si elles sont parties, il faut jamais cesser de les aimer. Elles seront toujours là en toi. Cette scène-là, masterclass. Masterclass. Masterclass et la fin qui nous prend pas pour des cons. Voilà pour les points positifs. Il y en avait beaucoup, franchement. Un beau paquet de points positifs. Maintenant, il y aura, en termes de points négatifs, il y en a un tout petit peu. Rien de méchant, hein, rien de méchant. Mais c'est pas des gros points négatifs, c'est des tout petits. Alors, point négatif, déjà. Je trouve qu'il y avait un petit peu de clichés sur les criminels, ce qu'on peut voir, par exemple, la bande de T-Bird, où tu as des détraqués, des fous, des psychotiques, des pervers. On joue vraiment sur le côté classique et cliché des criminels qu'on a déjà vu plusieurs fois. Donc ça a un truc qui a tendance un peu à me faire chier, mais bon. On va dire, là, c'est les années 80. C'est les années 90, donc voilà. Mais ça me fait chier un petit peu, mais voilà quoi. C'est la vie de tout le monde, hein, mais moi, c'est que mon avis. Hein. Si vous avez aimé, tant mieux, mais voilà quoi. J'ai pas compris aussi que l'espèce de sœur du méchant en question, elle connaît le soi-disant pouvoir du corbeau. Genre, comment elle le sait? Elle n'est pas voyante ou quoi que ce soit, c'est pas une déesse non plus, c'est pas un ange de Satan, non. Moi, je me dis, comment elle peut savoir ça? Comment elle peut savoir que quoi, Eric possède le pouvoir du corbeau? Comment elle peut le savoir? Ça, je sais pas. Je sais pas. Elle a juste récupéré une plume et elle a deviné, il possède un pouvoir et tout. Mais surtout, c'est que c'est pas con. Ça, c'est un truc que je peux redire dans les points positifs, c'est que elle le sait, mais en plus, c'est que les gens, enfin les méchants, ont compris qu'en quoi, si tu blesses le corbeau, Eric perd son invincibilité. Et c'est le cas, parce qu'à la fin, il n'est plus invincible. Il devient vulnérable. Même si le corbeau est encore vivant, hein, mais il est vulnérable. Et puis aussi, c'est que vers le combat final, alors la séquence est géniale. Comme j'ai dit, combat final sur le toit d'une église, c'est spectaculaire. Par contre, c'est manque de musique à ce passage-là. C'est dommage. C'est dommage parce que pour la scène, il manquait pas grand-chose. C'était parfait. Il aurait juste manqué une musique épique. Et là, j'aurais dit, vous avez tout compris, les mecs. En fait, là, on entend juste quelques chœurs assez discrètes. On entend des chœurs discrets par-ci, par-là. Mais je sais pas s'il y avait vraiment une bande son sur le combat final. Si c'est le cas, ben, je l'ai pas entendu. Ou alors, il y a un problème de mixage au niveau de la musique parce que j'ai eu du mal à l'entendre. T'entends juste le bruit du tonnerre, l'impact des coups des deux personnages, mais c'est tout. Mais la bande son, j'ai eu du mal à l'entendre. Je sais pas si c'est moi, mais voilà. Voilà pour les points positifs. Voilà, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Franchement, c'est tout petit, hein, comme j'ai dit, c'est tout petit. Bref, on va conclure ce putain de chef-d'œuvre. The Crow. The Crow. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour moi, c'est un des meilleurs films de super-héros que j'ai pu voir. Franchement. Si vous n'avez pas vu ce film, foncez le voir. Et d'ailleurs, si je me rappelle bien, le film est disponible sur YouTube gratuitement. C'est-à-dire que si vous tapez The Crow VF, si vous trouvez une vidéo qui s'appelle The Crow film complet VF, regardez-le, c'est le film. C'est vraiment le film, au complet. Et d'ailleurs, si je me rappelle bien, il y a le 2 aussi sur YouTube qui est gratuit. Donc, The Crow, c'est pour moi une masterclass. C'est une masterclass ce film. Je trouve que, en termes de film qui adapte un comics, c'est pour moi le meilleur. Pour moi, The Crow, c'est la meilleure adaptation de comics que j'ai pu voir au cinéma. Enfin, en film. Parce que là, c'est pas le cinéma, c'est en film. Mais pour moi, c'est une des meilleures adaptations que j'ai pu voir. Et il est, sans déconner ce que je vais dire, il est direct dans mon top 3 de mes films préférés. The Crow, c'est une masterclass. Je peux le regarder tous les jours, je connais tous les répliques par cœur, je connais tous les personnages. Il y a rien qui va me faire dire que quoi The Crow est mauvais. Non, The Crow est excellent. The Crow est un chef-d'œuvre. The Crow, c'est une pépite. C'est un de mes films préférés maintenant. C'est une masterclass. Tout y est là-dedans. Personnage iconique, bande son respectueuse,
un scénario qui te tient pendant, je crois il dure presque 2 heures le film, et ça te tient en haleine. L'ambiance qui te fait kiffer, tu as l'impression de revenir dans le passé. Des scènes qui te sont marquées, qui te restent gravées dans ta tête. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? The Crow, c'est une pépite. C'est une pépite, c'est une masterclass à mes yeux. Je pourrais en parler pendant des heures, The Crow. Je pourrais en parler pendant des heures. C'est tellement que c'est un de mes films préférés maintenant en termes de super-héros. C'est un de mes films préférés. Et dans tous mes films, tout genre, il est dans mon top 3. Vraiment. Il est sans cesse dans mon top 3, The Crow. Je pourrais me le remater encore et encore, tellement qu'il est excellent. Et me parlez pas tout de suite du remake, parce que là, le remake... Ça va être compliqué, le remake. Ça va être très compliqué. Vous me connaissez. J'en avais fait une réaction à chaud. C'était compliqué, The Crow. Le remake, c'était compliqué. Bref, la note que j'ai mise à ce film-là, je ne suis pas du tout original. C'est que malgré les 3 points positifs qui fait perdre ne serait-ce que 1 point au film, il a quand même une note magistrale. C'est que The Crow, il va avoir un joli 19 sur 20. Parce que ce film-là te prend pas pour un con. C'est un film de super-héros qui te tient en haleine. C'est ce genre de film, on n'en fait plus ça, on n'en fait plus des films comme ça de nos jours. On n'en fait plus. Ah, c'est pas le Superman de Gunn qui va me faire dire que c'est mieux que The Crow. Hein. Non, non. Non. Faut pas abuser non plus. Hein. Faut pas déconner quand même. Faut pas déconner. Non, pour moi, The Crow, il y a tout ce qu'il faut. Si tu veux faire un bon film de super-héros, tu t'inspires à la fois de ça, de la trilogie Nolan si tu veux, des Spider-Man de Sam Raimi, voilà. Pour moi, The Crow, il y a une essence assez propre dans l'image de super-héros. C'est l'essence même de ce qu'est un justicier. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, 19 sur 20. Voilà, The Crow, c'est une masterclass. Rien à dire. Voilà, donc j'en ai fini avec cette critique geek. Donc, si vous avez vu le film, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Mais je suppose que tout le monde va dire qu'au quoi c'est une masterclass, ce film. Tout le monde le dit. Sur Internet, dans la rue, tout le monde te dit que The Crow, c'est une masterclass. Mais je serais quand même curieux d'avoir votre avis. Et donc voilà, donc on va s'arrêter là. J'espère à tous que cette vidéo vous a quand même plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce qu'à certains qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés, alors faites attention car je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Enfin, demain, je verrai bien parce que c'est vrai qu'actuellement, là, j'ai sorti peu de vidéos. C'est juste parce qu'actuellement, je traverse une période difficile. En plus, samedi, j'ai eu un décès dans la famille. Donc voilà pourquoi j'ai parlé de The Crow. C'est pour faire le parallèle au fait qu'au quoi j'ai eu un décès dans la famille. C'est arrivé samedi soir. Je vais pas détailler ça. J'ai pas trop envie parce que ma famille pleure déjà assez bien. Moi, je pleure pas vraiment. En fait, je garde tout pour moi parce que quand je pleure, en fait, j'ai du mal à pleurer, c'est tout. J'arrive plus à pleurer tellement que j'ai tellement été déçu dans ma vie que maintenant, quand je ressens une tristesse, je ne le montre pas en montrant que je pleure. Non, je le montre juste parce que je suis en colère. Voilà. Et pour ceux qui se demandent qui c'est que j'ai perdu, c'est mon deuxième grand-père. Voilà. Il est mort d'un infarctus. Voilà. C'est pas facile pour moi, donc si vous n'avez pas beaucoup de vidéos pour cette semaine, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Jusqu'actuellement, je suis un petit peu en deuil, mais je voulais bien ici faire une vidéo justement pour parler de The Crow, pour faire le parallèle avec ce qui m'arrive actuellement. Et je vous répète ce que j'avais dit à la fin des points positifs, c'est-à-dire que l'amour est le seul pouvoir que tu ne pourras jamais vaincre. Si les personnes qui sont mortes ne sont plus avec toi, tu ne dois jamais cesser de les aimer. Et c'est le cas. J'ai perdu mon deuxième grand-père ici. Mais tout l'amour que je ressentais pour lui, je l'oublierai jamais. Jamais. Bon allez, bref. Je vais pas me mettre à chialer parce que sinon, je vais me sentir humilié. Allez, à plus tout le monde. Salut à tous.